Donc là, on a parlé un petit peu des incitations. Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus de la technique, c'est-à-dire quel est le rôle des industriels dans l'efficacité énergétique, quelle est leur stratégie pour vraiment, parce que ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'ils soient moteurs aussi dans cette stratégie-là. Quelles sont les actions qu'il faut qu'ils mettent en place pour atteindre une meilleure efficacité énergétique? Alors, dans les process industriels, alors, c'est probablement des catégories d'acteurs, de par leur taille, qui déjà sont plus capables, beaucoup plus sensibles au prix de l'énergie. Alors pas tous, ça dépend des industries. Il y a des industries qui sont extrêmement dépendantes des prix de l'énergie en général, de l'électricité en particulier. Pour l'électricité, on les appelle les électro-intensifs. Il y a d'autres dans les services, etc., ou dans des choses qui sont proches des services, tout en étant de l'industrie. Évidemment, l'aspect consommation énergétique est moins prégnant. Mais pour tous ceux qui ont un poste énergétique important, bah, c'est audits. Alors c'est moins vrai pour des PME, probablement, qui ont peut-être moins la capacité de faire ce genre de choses. Mais des audits énergétiques dans l'industrie, ça existe déjà. L'un des points qui est relativement spécifique à l'industrie, c'est qu'en réalité, la manière d'optimiser un process industriel, pour être clair, dépend beaucoup du process industriel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose. Alors une fois que dans une usine, on a changé les ampoules, donc ça c'est avec des ampoules meilleures, bon ok, d'accord, ça c'est un truc transversal, tout le monde peut le faire. Ou optimiser le chauffage de l'usine ou des locaux, ok, tout le monde peut le faire. Et ensuite, quand on va aller plus loin, c'est une approche beaucoup plus cousu humain, process par process, parce qu'on ne fait pas la même chose sur un four à pizza ou chez M. ArcelorMittal, c'est l'évidence. Donc là ensuite, on rentre dans des approches très sectorielles. Je vais dériver un petit peu sur sujet réglementaire. Comment on construit l'Europe en fait, de l'efficacité énergétique? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt et est-ce qu'on peut le faire? Alors, d'abord, c'est un sujet d'actualité. Il y a une directive qui est en discussion, mais elle est en discussion qui est assez complexe en réalité. Pas parce que les États membres ne veulent pas discuter du sujet, c'est un sujet central, tout le monde partage l'idée. C'est simplement que quand vous regardez toujours concrètement comment vous traitez l'efficacité énergétique, très concrètement, il faut regarder, par exemple, les voitures, comment je fais pour améliorer l'efficacité énergétique d'une voiture. Un des très bons moyens, c'est la réglementation. Mais la réglementation en matière de véhicules, ce n'est pas une réglementation française. C'est même pas une réglementation européenne, ou très peu, c'est avant tout une réglementation internationale des véhicules. Donc sur le sujet véhicule, comment augmenter l'efficacité énergétique? Si vous pensez à l'achat de véhicules neufs, c'est fondamentalement un sujet qui ne se discute même pas au niveau d'un État membre. Je ne peux pas prendre d'engagement moi là-dessus, puisque fondamentalement, ça sera le résultat d'une négo internationale. Là où je peux bosser, moi, État membre, c'est par exemple un bonus-malus sur les véhicules, comme on l'a mis en œuvre. On travaille sur l'existant, on met des primes incitatives, ça on peut le faire. Mais sur l'aspect technique fondamental, des véhicules en général, c'est réglementaire. Même chose sur les box télé, tous les appareils électroménagers, etc. C'est l'objet d'un marché au moins européen. Et toutes les réglementations sur ces sujets-là ne peuvent se prendre qu'au niveau européen. Et donc, une des difficultés dans la directive qu'on est en train de discuter, et qui contient l'idée que chaque État membre, notamment, pourrait avoir un objectif, en anglais binding target, c'est que c'est bien beau d'avoir un binding target par État membre. La seule chose, il faudrait que les États membres aient la capacité, tout simplement, d'influer sur la réglementation, etc. Or, comme on est sur un marché européen, voire international pour certains objets, il y a toute une partie du débat essentielle, notamment pour tout ce qui est neuf, produit neuf, qui envoie à des discussions européennes, justement, voire internationales. Donc c'est un des points de discussion que nous avons, parmi plein d'autres, sur la directive efficacité énergétique, mais qui reste globalement un objet central de la politique. Pour clôturer et répondre un peu à la question qui est posée par le concours, savoir est-ce que c'est possible d'atteindre 20% en 2020? Vous avez plus ou moins répondu déjà tout à l'heure, on parle de 17% pressenti. C'est quoi l'étape derrière? Qu'est-ce qu'on se fixe après 2020 en fait? Puisqu'on ne va pas juste en rester là, on parlait de 2050 tout à l'heure. Quel est l'objectif qu'on se fixe derrière? Juste dire que le 20%, il n'est vraiment pas gagné non plus. Pour la France, par exemple, on n'est pas très bon en logement. C'est pour ça que le Grenelle, d'ailleurs, essaye de cibler le logement. Et si on veut être efficace sur le logement, tout le monde le sait, et notamment en termes d'argent investi par la collectivité, il faut plutôt investir dans les logements les plus insalubres ou les plus mauvais énergétiquement. Mais il se trouve que les gens qui habitent dans les logements les plus mauvais énergétiquement, statistiquement, sont des gens qui n'ont pas nécessairement d'argent, pour ne pas dire qu'ils n'en ont pas la capacité d'investir
naturellement en tout cas, d'aller sortir 20 000 euros, 10 000, 20 000 euros, comme ça pour l'efficacité énergétique. Et donc, qui n'ont pas nécessairement idée des travaux d'ailleurs les plus pertinents à faire. Et donc, au-delà des aides générales qu'on peut mettre en œuvre à Paris, c'est ce que l'on a fait, c'est l'ensemble du dispositif Grenelle. Un des gros enjeux pour moi d'ici 2020, c'est qu'effectivement on arrive concrètement à aller sur le terrain auprès des gens, parce qu'il y a un moment donné, il faut aller auprès des gens pour concrètement voir comment on peut faire dans le logement, comment les banques peuvent aider, dans quelles conditions elles peuvent aider, puisqu'encore une fois, pour partie, c'est des gens qui ont juste la peine à boucler les fins de mois. Donc ils ne sont pas vraiment assez loin d'aller sortir 20 000 euros pour un gain certes à terme, mais alors que le problème est quotidien. Donc c'est typiquement ce genre de sujet d'ici 2020. Sur le post-2020, il y a beaucoup de scénarios qui renvoient, certains renvoient au changement de comportement, ou changement d'organisation de la ville, des transports, etc. Et là, nécessairement, il faut qu'on agisse avec cette vision de plus long terme. C'est-à-dire qu'il faut travailler, c'est par la concertation, c'est par beaucoup de débats qui doivent être faits en amont. Une idée qui est que globalement à terme l'habitat doit être beaucoup plus concentré qu'on l'a par exemple en France. C'est bien beau de l'énoncer comme ça, mais en même temps chacun d'entre nous pour l'instant aspire plutôt à avoir un habitat individuel, en tout cas pas toutes les catégories de population, mais à partir d'un certain âge, oui, c'est plutôt une tendance. Donc comment on agit là-dessus? On n'est pas dans le ressort de la réglementation classique, c'est même pas, c'est d'un niveau presque suprapolitique, enfin qui renvoie à des débats de société qui s'organisent différemment. Donc là, nécessairement, c'est de l'action de long terme. Il faut lancer ces choses-là, mais en même temps, en ayant une conscience assez claire que voilà, c'est pas le genre de choses qui a des résultats immédiats en 2-3 ans, c'est nécessairement une action d'assez long terme. Et c'est ça qu'il faut préparer.